Chapitre 10. Le TAFTA est une chance pour notre agriculture et notre industrie. Donc là, vous allez sur le site de la Commission européenne, site de négociation. C'est intéressant. Il y a un petit chapitre, que se passera-t-il pour l'agriculture? Là, encore une fois, on retrouve le formidable gagnant-gagnant. Cela bénéficiera tant à l'Union européenne qu'aux États-Unis. Tout le monde est gagnant, c'est formidable. Quant à l'UE, ses exportations vers les États-Unis consistent essentiellement dans des produits alimentaires d'une valeur supérieure, comme le spiritueux, les vins, la bière, les fromages, le jambon. L'UE gagnerait sans conteste à augmenter ses ventes aux États-Unis de denrées alimentaires de haute qualité qu'elle produit. Donc c'est gagnant-gagnant, mais bon, il faut bien vendre le truc, l'UE gagnerait sans contexte. Sans conteste, pardon. Donc voilà, on nous dit, il gagnerait, donc surtout on vendrait des produits de meilleure qualité, donc sous-entendu on va vendre du fromage, un peu de vin, des produits de qualité supérieure, et c'est tout bénef pour l'agriculture française. Sauf que, on verra tout à l'heure que c'est un peu plus compliqué que ça. Qui va bénéficier du partenariat transatlantique? On nous dit certains secteurs accroîtront probablement leurs exportations davantage que d'autres. Les exportations européennes de véhicules à moteur vers les États-Unis devraient par exemple augmenter de 149%. Vous imaginez bien qu'ils vont plutôt vendre des Mercedes que des Renault. Donc c'est pas particulièrement la France qui serait gagnant d'une ouverture industrielle, notamment au niveau du secteur automobile, vis-à-vis des États-Unis. Pour l'agriculture américaine elle est plus compétitive que la française. C'est comme ça, on le voit au niveau des chiffres. Vous avez tous en images les immenses exploitations agricoles américaines, les grands champs de l'Oklahoma ou autres. C'est des exploitations immenses, c'est un territoire immense, ça on ne va pas le changer. Donc on voit, superficie agricole, c'est de 382 millions d'hectares aux États-Unis, c'est 28 millions d'hectares en France. Il y a plus d'exploitations, ça c'est plutôt logique, c'est pas un scoop, mais on voit bien que c'est des plus grosses exploitations puisqu'il y a 174 hectares par exploitation aux États-Unis contre 54 en France. Et c'est une agriculture très très intensive qui a recours massivement, notamment aux travailleurs saisonniers immigrés qui viennent du Mexique, on y reviendra un peu plus tard. Il y a également un risque sanitaire au-delà du risque de compétitivité de l'agriculture française, avec, vous avez tous entendu parler des OGM, bœuf aux hormones, poulet chloré. On nous dit à chaque fois ça exclut, mais si on fait un échange de libre-échange, on n'exclut rien du tout. Le libre-échange, on échange tout. Et comme je dis, c'est des grandes exploitations avec travailleurs immigrés souvent sous-payés. Et il y a des calculs qui estiment aux États-Unis qu'il y a 64% de travailleurs saisonniers qui sont payés 3 francs 6 sous qui viennent du Mexique. S'ils les prennent au Mexique, c'est pas pour les payer avec des salaires américains, c'est pour les payer à bas coût. Notamment Wisconsin Watch qui expliquait que 7 ouvriers agricoles sur 9 étaient des travailleurs immigrés aux États-Unis. On nous dit, vous allez vendre du fromage et du vin, comme si les États-Unis n'en produisaient pas, mais si on regarde le fromage, le premier producteur de fromage au niveau du monde, c'est de loin les États-Unis. Et ce qui est également intéressant, c'est que les premiers importateurs, c'est au sein de l'Union européenne. Donc c'est super intelligent d'un point de vue de raisonnement si vous importez le plus, plutôt que de favoriser les partenaires européens et de se dire on garde le marché européen. On va ouvrir aux plus gros producteurs, à nous qui importons le plus, pas forcément la France, mais les pays de l'Union européenne. C'est vachement logique et c'est sûr qu'on sera fondamentalement gagnant. Même chose sur le vin, alors effectivement les premiers producteurs sont les pays européens, donc l'Italie, la France et l'Espagne. On voit bien que les Américains sont une agriculture pareille, enfin une viticulture pour le coup très très intensive, avec des rendements de 86 hectolitres par hectare contre 58 pour la France, donc c'est une production de vin bien plus productiviste et quelque part plus rentable. Et il y a 63% de la consommation de vin, encore une fois, c'est en Europe. Donc l'importation de vin, elle sera plutôt de l'Europe et pas forcément vers les États-Unis. On peut penser qu'effectivement, pour augmenter nos exportations, mais c'est pas du tout dit, vu les données économiques, qu'on sera gagnant. C'est encore une fois un pari. Un pari pour gagner entre 6 et 11 euros par mois. C'est encore plus criant au niveau de l'industrie. Parce que l'industrie américaine est évidemment plus compétitive que l'industrie française, entre autres du fait de l'euro, parce qu'on a une monnaie qui est de 30% surévaluée par rapport à notre compétitivité intrinsèque. Ça, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure, donc le taux de change effectif réel, c'est même pas de la France,
c'est la zone euro par rapport aux États-Unis. On voit bien que même la zone euro en général est moins compétitive que les États-Unis en ce qui concerne le taux de change. Les États-Unis, en plus, au niveau industriel, ils jouissent d'un coût énergétique bien moins élevé, notamment du fait de l'exploitation, vous savez, du gaz et du pétrole de schiste, qui a été lancé il y a peu de temps. On le voit sur ce graphique, les États-Unis sont en orange, la France par exemple est en vert et l'Allemagne est en rouge. Au niveau de l'industrie, ils ont un coût énergétique qui est bien plus faible. Au niveau de l'industrie, forcément, l'énergie représente une grande partie parce que c'est un secteur très capitalistique, avec beaucoup de machines. Il y a un des arguments qu'on nous a vendus, parce que quand on parle d'industrie, c'est pas seulement les machines, il y a aussi une industrie culturelle, cinéma, littérature, musique, jeux vidéo, c'est 3,2% du PIB en France. Et on nous a vendu le fait que l'exception culturelle française fait que ça sera exclu du mandat de négociation du traité transatlantique. Mais si vous lisez le mandat de négociation du traité transatlantique, c'est beaucoup plus vague que ça. Parce qu'il nous dit juste que la promotion de la diversité culturelle telle qu'elle est prévue dans les conventions de l'UNESCO. Il y a une infinité de pays dans le monde qui ont ratifié la convention de l'UNESCO et qui, au final, ne voient que des produits culturels américains. Donc c'est pas du tout une protection en soi, il n'est pas du tout indiqué clairement l'exception culturelle française sera sauvegardée. La formulation, c'est ça. Donc que ça soit écarté à un moment et que ça revienne sur le tard, c'est pas du tout exclu. Pour l'industrie américaine, en plus de ça, à l'heure actuelle, déjà, on a un déficit de 5,8 milliards avec les États-Unis. Donc c'est vrai que quand vous êtes déjà déficitaire avec un pays, vous avez intérêt à enlever toutes les barrières. Alors, vous êtes déjà moins compétitif, vous allez enlever toutes les barrières pour être encore plus déficitaire. C'est très logique. Et c'est ce que nous dit, donc ça c'est sur le site du Trésor, qu'on est surtout déficitaire pour 80% au niveau des États-Unis en ce qui concerne les produits industriels. C'est pour ça que j'insistais particulièrement sur l'industrie.